à travers texte, Proust et les fleurs. Chrysanthème, œillet et hortensia, boutons d'or, violette et coquelicot, jasmin, boule de neige aussi, fleurs de cerisier et pétales de poirier, roses bien sûr, aubépine évidemment. 200 espèces de fleurs sont présentes dans l'œuvre de Proust qui se fait fleuriste et horticulteur. Il nomme les fleurs, les décrit minutieusement sous tous leurs aspects et à chaque saison, que nous soyons au printemps ou en hiver. Les fleurs et les plantes jalonnent toute son œuvre. Finalement, la recherche du temps perdu est un herbier. On dit souvent que c'est l'abbé d'Illiers qui fut le premier à initier Proust à la botanique. Plus tard, il se nourrira d'ouvrages à ce sujet comme le manuel de Gaston Bonnier. Il étudiera Darwin, souvent cité dans la recherche, et s'inspirera du livre de Maeterlinck, L'intelligence des fleurs, pour écrire plusieurs épisodes. Car ce qu'il faut dire, c'est que dans la recherche, les fleurs ont un rôle. Elles ne sont pas juste un ornement ou une décoration. Les fleurs de la recherche, on ne les place pas au hasard sur un tableau d'Elstir, le peintre de la recherche, ou sans raison au centre d'une table. Chez Proust, les fleurs sont posées délicatement là où il faut, afin que le lecteur les regarde, longuement les regarde et les sente, et qu'il comprenne. Mais alors, comprendre quoi ? Eh bien, comprendre que les fleurs de Proust sont aussi vivantes que ses personnages. Elles poussent, elles éclosent, et à leur vue nous sommes attirés, et à leur parfum nous sommes conquis. Partout, Proust relie fleurs et personnages comme s'ils se qualifiaient réciproquement. Albertine sera la rose, Gilberte sera reconnue par la haie d'aubépine, Odette aimera les cattleyas, et Charlus sera l'orchidée. Les fleurs ne sauraient être dans l'œuvre de Proust un détail qui se laisserait oublier sur le rebord d'une fenêtre. Les déambulations que nous ferons dans l'herbier de Proust seront donc tout sauf au gré du vent. Le côté de Méséglise avec ses lilas, ses aubépines, ses bleuets, ses coquelicots, ses pommiers. Le côté de Guermantes avec sa rivière à Tétart, ses nymphéas et ses boutons d'or, ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre, où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu'était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule. Et les bleuets, les aubépines, les pommiers qu'il m'arrive quand je voyage de rencontrer encore dans les champs, parce qu'ils sont situés à la même profondeur au niveau de mon passé, sont immédiatement en communication avec mon cœur. La recherche du temps perdu s'ouvre par du côté de chez Swann, d'où est tiré le passage que nous venons de lire. Directement, nous sommes plongés dans le paysage de Combray, le lieu des premiers souvenirs du narrateur. C'est la campagne, la nature. C'est le calme du cadre bucolique, bien loin des immeubles et des frétillements parisiens. À Combray, on suit le narrateur dans ses promenades, du côté de Méséglise ou du côté de Guermantes. Ces deux chemins s'opposent totalement, nous dit Proust. Impossible de faire ces deux promenades le même jour. Et si l'on prend par la route de l'un, impossible de rejoindre l'autre. C'est comme si l'on disait prendre par l'est pour aller à l'ouest.
Le côté de Méséglise sera celui de l'enfance, car ce sera le chemin qui mène à la propriété de Monsieur Swann, le père de Gilberte, cette fille qui sera le premier amour du narrateur. Et ce chemin de Méséglise, ce chemin de la mémoire, partira comme un symbole de la grande porte de la maison. Il sera entouré de plaines où la verdure sentira les capucines. Ce côté sera l'opposé du côté de Guermantes, qui quant à lui sera la route qui mène le narrateur à l'adolescence, puis au monde des salons, à la fleur de la société et plus tard à l'âge adulte. Pas de plaine et de verdure ici, mais un côté aquatique avec la Vivonne, une rivière, et ses nymphéas. Dès les premières descriptions des lieux proustiens, les fleurs occupent une place cruciale. Pas de lieu sans fleurs, et par jeu d'association, pas de fleurs sans lieu, ou sans personnage. Car en fait, les fleurs sont le lien entre des noms propres et des caractères. Méséglise sera la douceur bucolique des lilas représentant le charme des premières années, et Guermantes le début du flot pour annoncer la vie des salons. Chez les personnages, Albertine sera la rose, une rose au bord de la mer, nous dit Proust dans le côté de Guermantes, qui frappe par ses pétales magnifiques, mais qui fane rapidement. Odette sera les Cattleya, sa fleur préférée, une espèce d'orchidée très parfumée, originaire d'Amérique du Sud et connue pour ses pétales très colorés. En fait, cette fleur la représentera parfaitement, car elle sera le message codé pour signifier la relation physique entre elle et Swann. Arrêtons-nous un instant sur cet épisode. Dans un amour de Swann, Swann est pris de jalousie, et il traverse tout Paris pour retrouver Odette. Il tombe sur elle par hasard après de longues heures à la chercher. Lorsqu'il la voit, elle tient à la main un bouquet de Cattleya, cette variété d'orchidées dont le nom vient d'un Anglais qui les a découvertes, William Catley. Ensuite, Swann se rapproche d'Odette et lui demande s'il peut arranger les fleurs de son corsage. D'un geste l'autre, ils s'aiment. Cet épisode deviendra pour le couple l'image de leur amour physique. Les Cattleya deviendront pour eux le repère de leur connexion physique, d'où l'expression devenue incontournable du vocabulaire proustien « faire Cattleya » pour ne pas dire faire l'amour. Il est toujours amusant de remarquer que dans toute l'œuvre de Proust, les Cattleya ne sont mentionnés que dans ce premier tome de la recherche, comme s'il ne pouvait y avoir de Cattleya sans Swann et Odette ensemble, amoureux, comme si la fin de leur idylle marquait du même coup la fin de la fleur. Si la fleur préférée d'Odette est le Cattleya, c'est que Proust insiste sur la dimension physique inséparable de ce personnage. Odette est une coureuse, elle trompe Swann plusieurs fois, fréquente les maisons de passe, accumule les amants. Même à la mort de Swann, lorsqu'elle se remariera, elle continuera à avoir des aventures extra-conjugales assez incongrues. Comme si les Cattleya, le faire Cattleya, ne l'abandonnerait jamais. D'une certaine manière, Odette est la fleur est Odette. Du côté de chez Swann est le roman de la variété florale. C'est un premier bouquet. D'innombrables fleurs sont mentionnées et les plus grandes images florales dont on se rappelle chez Proust s'y trouvent. Les Cattleya, bien sûr, et les aubépines. Restons un instant sur cette variété de fleurs qui compose la haie entourant la maison de Monsieur Swann. L'aubépine est un petit arbre très répandu dans les campagnes et qui se satisfait au soleil. Chez Proust, la haie d'aubépine de Monsieur Swann est celle qui sépare et qui cache au promeneur l'intérieur de son petit parc. Elle cache surtout au narrateur Gilberte, son tout premier amour qui le marquera jusqu'à la fin du roman.
Lorsqu'il parvient enfin à apercevoir cette jeune fille, tout d'un coup, il est frappé par ses éclats roux et ses taches de rousseur. Mais avant cet arrêt sur Gilberte, toute la description portait sur l'aubépine. L'aubépine d'abord, Gilberte ensuite. L'aubépine mène à Gilberte. Le narrateur, en fait, signe un contrat. En se liant à Gilberte, il se lie à cette fleur. Et du même coup, il crée un objet qui accrochera à tout jamais les souvenirs de sa tendre enfance. Gilberte sera la fleur, et comme toute fleur ressemble à son espèce, elle ressemblera à Madame Swann, sa mère. Elle lui ressemblera, mais elle aura ses spécificités. Et Proust nous dit « comme un lilas blanc près d'un lilas violet ». Ce lien fusionnel entre Gilberte et les fleurs brouillera chaque nouvelle description. Et chaque nouvelle description d'aubépine. Est-elle destinée à la fleur ou à Gilberte ? Lorsque le narrateur doit quitter Combray plus tôt que prévu, il se lamente auprès de ses aubépines. « Ô mes pauvres aubépines, disais-je en pleurant, ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. Vous ne m'avez jamais fait de peine. Aussi, je vous aimerai toujours. » Alors, ce cri-là, ce cri amoureux, mais aussi ce cri de douleur et ces pleurs, sont-ils pour Gilberte ou pour la fleur ? Les Cattleya et l'aubépine ne sont pas placés au hasard par Proust, mais juste avant deux moments incontournables du premier tome de la recherche. Ce qui est frappant, c'est que les fleurs ne sont pas qu'un aspect du décor. Elles sont liées au personnage, au lieu, mais aussi toujours au narrateur qui semble en posséder une sensibilité unique. Et oui, sensibilité. Car chez Proust, les fleurs sont liées au cœur. Non pas à l'esprit, mais au cœur. Les fleurs activent nos sens qui agitent tout autre chose que l'intelligence. De toute façon, on pourrait résumer toute l'écriture de Proust à une écriture de sens. Entre la sonate de Vinteuil et le quatuor, les épisodes musicaux agitant l'ouïe ont une place particulière. La vue et l'odorat, stimulés par les fleurs, sont donc nécessairement des agents utiles pour Proust. Et tout son objectif sera de joindre ces sens entre eux, qu'ils se répondent, qu'ils jouent ensemble. Tout cela pour faire comprendre au lecteur que tout passe par le cœur. Je m'arrêtai une seconde et André, avec une divination charmante, me laissa causer un instant avec les feuilles de l'arbuste. Je leur demandai des nouvelles des fleurs, ces fleurs de l'aubépine pareilles à de gaies jeunes filles étourdies, coquettes et pieuses. « Ces demoiselles sont parties depuis déjà longtemps, » me disaient les feuilles. Et peut-être pensaient-elles que pour le grand ami d'elles que je prétendais être, je ne semblais guère renseigné sur leurs habitudes. Un grand ami, mais qui ne les avait pas revues depuis tant d'années, malgré ses promesses. Et pourtant, comme Gilberte avait été mon premier amour pour une jeune fille, elles avaient été mon premier amour pour une fleur. Le temps file et tout tombe. Les fleurs se fanent et chaque coquelicot est unique. La leçon de Proust est en amour comme en fleurs que tout passe. La passion d'un jour n'est pas le signe de celle du lendemain. Gilberte est passée et l'aubépine est fanée. Place aux autres et à la nouvelle saison. Place aux nouvelles jeunes filles en fleurs, dont Gilberte était la première. Ce deuxième tome de la recherche, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, s'articule autour de nouveaux personnages que l'on découvre. Il s'agira d'André, de Rosemonde
de Gisèle et d'Albertine. Cette dernière sera le grand amour du narrateur et aussi la cause de nombreux tumultes. Ces jeunes filles seront autant de jeunes fleurs à apprivoiser et à sentir. Les premiers émois du narrateur le surprennent, et il se plaît à croiser la laitière un jour, la pêcheuse un autre. Mais Albertine reste sa Rose, exactement comme celle que le petit prince voudra mettre sous cloche. Et ainsi, nous dit Proust, l'espoir du plaisir que je trouverai avec une jeune fille nouvelle, venant d'une autre jeune fille par qui je l'avais connue. La plus récente était alors comme une de ces variétés de roses qu'on obtient grâce à une rose d'une autre espèce. Bientôt, je passais mes journées avec ces jeunes filles. Au fil du roman, on se rend compte que plus Proust parle de fleurs, plus il parle d'amour. Il insiste sur la volatilité de cet amour comme de la fragilité de la fleur. Et cet amour est à chaque fois différent, car selon les angles, on perçoit la rose autrement, jamais de la même manière. Aucune rose est similaire, et la même rose est inédite selon qu'on la voit d'en haut, d'en bas ou de côté. Alors Albertine, il ne la verra jamais une, il la verra multiple, et il parlera des différents moi de la femme aimée. L'Albertine menteuse, l'Albertine joueuse, l'Albertine gentille, l'Albertine méchante, cette Albertine-ci ou cette Albertine-là. Jamais la même. Voilà l'amour chez Proust, qui se connaît toujours sous des formes différentes et qui se connaît encore plus lorsque la femme aimée n'est pas là. Le narrateur pense aux aubépines quand il ne les voit pas. Il aime Albertine quand elle n'est pas là. Le jeu de Proust est un jeu d'absence. Les fleurs nous manquent quand elles ne sont pas là, mais une fois qu'on les a sous les yeux, une certaine indifférence nous prend. Albertine en fera les frais. Et si les jeunes filles sont en fleurs, c'est bien qu'elles faneront un jour. L'amour éclot aujourd'hui, mais il tombera demain. Dans Sodome et Gomorrhe, Proust cite un vers de Sully Prudhomme. « Ici-bas, tous les lilas meurent. » Les fleurs représentent la vie et la mort de l'amour. C'est la représentation d'un cycle que nous fait Proust, un cycle floral, un cycle naturel. Les premiers bourgeons, l'éclosion et la fanaison. Et après la fanaison, le regret. Dans le livre de la mort d'Albertine, Albertine disparue, le narrateur revoit Gilberte. Et tout d'un coup, nous dit Proust, je me dis que la vraie Gilberte, la vraie Albertine, c'était peut-être celle qui s'était au premier instant livrée dans leur regard, l'une devant la haie d'épines roses, l'autre sur la plage. Et c'était moi qui, n'ayant pas su le comprendre, ne l'ayant repris que plus tard dans ma mémoire, après un intervalle où par mes conversations tout en entre-deux de sentiments leur avait fait craindre d'être aussi franche que dans la première minute, avait tout gâté par ma maladresse. Je les avais ratés plus complètement. Le narrateur s'en veut de ne pas avoir tenu à Gilberte, et il ne lui avoue pas que le jour où il l'aperçut montant l'avenue des Champs-Élysées avec un homme, il avait vendu une potiche de vieux chine pour lui racheter des fleurs. Et il revoit Gilberte dans sa mémoire en même temps que les aubépines. Proust a bien fait de dire que les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, car les fleurs relancent sans cesse le désir de ce qui est définitivement perdu. Alors finalement, la rose Albertine et l'aubépine Gilberte ne sont plus près de lui. Le narrateur pourrait adresser ce reproche au temps, comme l'héroïne d'Elsa Triolet le fait à son mari, en disant « Tes roses, elles étaient à crédit, tu me les as reprises. »
nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette. Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses thé, roses pâles d'amour qui couronnent ta tête, ses feuilles chaque été. Leurs tiges vont plier au grand vent qui s'élève. Des pétales de roses ont chu dans le chemin. Ô belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve se faneront demain. Mets-les dans une coupe, et toute porte d'ose, alanguies et cruelle, songeant au jour défunt, nous verrons l'agonie amoureuse des roses au râle de parfum. Le grand jardin est défleuri, mon égoïste. Les papillons de jour vers d'autres fleurs ont fui. Et seuls dorénavant viendront au jardin triste les papillons de nuit. Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane. Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur. Belle sanglote un peu, chaque fleur qui se fane, c'est un amour qui meurt. Apollinaire et son poème La Cueillette. Les roses sont emportées, l'amour aussi. Apollinaire ne peut plus cueillir ce qui est défleuri, et le narrateur de la recherche se lamente de ne pas avoir cueilli l'aubépine alors qu'il était encore temps. Revoyons Saint-Exupéry. Les fleurs sont si contradictoires, nous dit le petit prince, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Dans l'œuvre de Proust, les fleurs font office de témoins pour transporter ses idées. C'est l'écriture des sens, c'est l'amour, c'est la mémoire, et ce sera à travers une fleur, l'orchidée, toute sa théorie sur l'homosexualité. Les invertis sont au cœur de la recherche. Qu'ils soient plus Sodome, c'est-à-dire homosexuels masculins, comme Charlus et Jupien, ou Gomorre, c'est-à-dire homosexuelles féminines, comme la fille Vinteuil ou Albertine. L'homosexualité est un des grands thèmes de Proust, qui n'apparaît que par épisodes discrets, par indices, avant d'être un thème clé dans le volume de Sodome et Gomorre. Mais alors, que viennent faire les fleurs dans l'homosexualité ? Eh bien, tout comme elles ont servi à se faire le miroir des idées de Proust sur d'autres sujets, ici, la botanique servira de fondation pour développer la vision proustienne de l'homosexualité. Car c'est par un cours de botanique que commence Sodome et Gomorre. À défaut de la contemplation du géologue, nous dit le narrateur, j'avais du moins celle du botaniste, et regardais par les volets de l'escalier le petit arbuste de la duchesse, et la plante précieuse exposée dans la cour avec cette insistance qu'on met à faire sortir les jeunes gens à marier. Et je me demandais si l'insecte improbable viendrait, par un hasard providentiel, visiter le pistil offert et délaissé. Et puis dans cette scène, tout d'un coup, Monsieur de Charlus arrive dans la cour et retrouve Jupien, le giletier, devant son magasin. Il s'ensuit entre les deux une scène sexuelle assez intense. À partir de ce moment-là, Proust alternera, grâce aux fleurs, entre la description de la scène d'amour et la description du spectacle d'insectes. Il fera des allers-retours entre la vraie fleur qu'il voit dans le jardin et l'autre fleur qu'il a dans son champ de vision, Jupien. Dans cette scène, Proust compare les mimiques de Jupien aux tentatives de l'orchidée pour attirer un insecte. Je trouvais la mimique, dit-il, d'abord incompréhensible pour moi, de Jupien et de Monsieur de Charlus, aussi curieuse que ces gestes tentateurs adressés aux insectes, selon Darwin, par les fleurs dites composées. Et puis, nous dit Proust, au même instant où Monsieur de Charlus avait passé la porte en sifflant comme un gros bourdon, un autre, un vrai celui-là, entrait dans la cour.
Qui sait si ce n'était pas celui attendu depuis si longtemps par l'orchidée, et qui venait lui apporter le pollen si rare, sans lequel elle resterait vierge. En bref, entre le couple charlu et jupien et le couple orchidée-insecte que le narrateur observe, on s'y perd. On ne sait plus de qui on parle, de la plante réelle ou du couple. C'est là toute l'intention de Proust. Brouiller dans ce passage les frontières entre l'image et la réalité, comme il le fait entre Gilberte, Albertine et les fleurs. Mais Proust ajoute un paradoxe à cet épisode qui va lui donner encore plus d'épaisseur. Monsieur de Charlus est un homme, et c'est le bourdon. Jupien est un homme aussi, mais c'est l'orchidée. En botanique, le bourdon peut aider à féconder l'orchidée. Mais entre les deux hommes, peut-il y avoir fécondation ? Non, évidemment. Alors Proust insiste sur ce qu'il nomme la stérilité de l'autofécondation. Il y a pour lui l'impossibilité de l'amour homosexuel viril. C'est pourquoi la découverte du narrateur lors de cette journée-là, devant le magasin de Jupien, n'est pas tant la relation homosexuelle entre Jupien et Monsieur de Charlus, mais la transformation de Monsieur de Charlus, sa transformation en femme. Le narrateur nous dit « J'avais pu trouver que Monsieur de Charlus avait l'air d'une femme, c'en était une. Il appartenait à la race de ces êtres moins contradictoires qu'ils en ont l'air, dont l'idéal est viril, justement parce que leur tempérament est féminin. » En bref, à l'aide de l'orchidée, Proust ne décrit pas seulement une relation homosexuelle, il se fait théoricien en créant ce qu'il appelle les hommes-femmes. Il est spectateur de botanique en même temps qu'il est créateur moral. Proust est un botaniste moral. Ce thème de l'homosexualité qui apparaît pour la première fois aussi visiblement dans Sodome et Gomorrhe jalonnera le reste des aventures du narrateur. Les découvertes se multiplieront, que ce soit à propos de son grand ami Robert de Saint-Loup ou à propos d'Albertine. Notons alors que cette première grande découverte sur Monsieur de Charlus s'est faite grâce aux fleurs. L'orchidée, ici, poursuit le rôle de reflet des intentions de Proust de mêler la réalité florale à la réalité sociale, de combiner homme et nature. Il est amusant de voir aussi que dans la recherche, de nombreux indices précèdent certains passages. Cet épisode, aux allures scientifiques du début de Sodome et Gomorrhe, par exemple, est annoncé dès la fin du côté de Guermantes, le volume précédent. En effet, dans celui-là, la princesse de Parme évoque avec la duchesse de Guermantes l'orchidée. Déjà, on sent que cette fleur ne sera pas innocente. La princesse de Parme s'émerveille de la beauté de cette fleur. « Quelle jolie fleur! Je n'en avais jamais vu de pareille. Il n'y a que vous, Oriane, pour avoir de telles merveilles. » Mais au lieu de partager son sentiment, la duchesse de Guermantes introduit une ombre à ce beau tableau qui laisse le lecteur suspicieux. Oriane répond que ces fleurs-là ont un vilain nom et qu'elles sentent mauvais. Nous sommes étonnés de ces précisions. Un nom vilain et une mauvaise odeur? Parle-t-on réellement de fleurs? Lorsqu'on sait que l'orchidée sera intimement liée à l'homosexualité chez Proust, doit-on y voir seulement une description florale? Proust s'aventure par l'orchidée sur le terrain polémique. Car ces remarques de la duchesse de Guermantes ne seraient-elles pas dans une seconde lecture une critique du style des invertis, du fait que leurs noms se ternissent à cause de ce que Proust nomme leur vice? Sans tarder, Oriane noircit encore plus la scène
en ajoutant que ces orchidées vont mourir vite, et que, tout compte fait, leur sort ne peut être que triste. Elle veut évidemment parler de la stérilité de ces fleurs sans l'intervention d'un insecte. Elle donne, à juste titre, une grande importance au hasard, à la chance, cruciale pour organiser une telle rencontre. Mais cette chance, Proust nous rappelle qu'elle ne profite pas qu'aux orchidées. On l'a bien compris, en parlant de fleurs, Proust parle d'homosexualité. Et il rappelle ici la difficulté qui est celle des homosexuels en son époque de trouver dans la société un partenaire de la même orientation. Voilà peut-être ce qui explique que Proust précise au début de Sodome et Gomorrhe que M. de Charlus n'avait jamais pour habitude de faire ses visites à cette heure-ci. C'est par hasard s'il se retrouve face à Jupien. Leur rencontre est donc fortuite, tout comme celle de l'insecte et de l'orchidée. L'annonce de l'épisode botanique à la fin du côté de Guermantes prendra toute sa forme prémonitoire lorsqu'Oriane de Guermantes dira, sans que le lecteur sache vraiment pourquoi, que dans son jardin, il se passe en plein jour plus de choses inconvenantes que la nuit dans le bois de Boulogne. C'est elle seulement que c'est ici que Jupien et M. de Charlus se rencontreront et s'aimeront. L'orchidée sera pour Proust la première façon d'aborder l'homosexualité. L'orchidée sera une clé de passage, mais une clé paradoxale. Certes, Proust critique l'attitude des invertis, mais ne passe-t-il pas par une image naturelle pour parler d'homosexualité ? Est-ce que cela ne signifierait pas qu'il considère finalement l'homosexualité comme naturelle, même si à bien d'autres endroits, il la voit comme un vice ? Ce passage par le botanique, et donc le naturel, ne rejoint-il pas l'argumentaire du Corydon de Gide qu'on a toujours opposé à Proust sur ce thème ? Rappelons-nous que même si Gide dira dans son journal du 2 décembre 1921 « J'ai lu les dernières pages de Proust avec, d'abord, un sursaut d'indignation », Proust est touché quand Gide lui fait le reproche de critiquer l'homosexualité. Comme la discussion entre Oriane et la princesse de Parme nous l'avait annoncé, l'orchidée créera plus de débats qu'une simple fleur ne l'aurait jamais fait. Les fleurs sont omniprésentes dans la recherche du temps perdu. Elles composent les paysages que le narrateur contemple, mais elles lui servent aussi d'image rappel, de repère dans l'espace-temps. Pourquoi cela ? Tout simplement car les fleurs sont une entrée dans la mémoire du narrateur, car elles sont collées à des souvenirs forts, à des lieux, à des gens. La fleur devient une sorte de Madeleine qui, dès qu'on la voit, nous propulse dans le monde du passé et des regrets. Car les fleurs accompagnent chez Proust tous les personnages, et puis sont les images des idées fortes de Proust sur l'amour ou sur l'homosexualité. Les fleurs ont les pétales flamboyants, des odeurs inégalées qui transportent, mais elles se fanent et puis tombent. Les fleurs sont belles à distance, pas forcément quand on les voit, mais quand on les sent. Certaines ont des épines. Finissons par Proust lui-même. Nos vies parallèles ressemblaient au bord de ces allées où de distance en distance, des vases de fleurs sont placés symétriquement, mais non en face les uns des autres. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, la puissance de la faute chez Dostoïevski.